Barthélémy. À la une, Madiambal Diagne à la division des investigations criminelles à l'instant même. Le patron du groupe Avenir Communication interdit de sortie du territoire hier alors qu'il devait se rendre à Paris. Son nom a été cité dans un rapport de la CENTIF, une affaire de 21 milliards de francs CFA. Procès taxi urbain contre VTC, les taximans ont été déboutés. Réaction d'après verdict, ils crient à l'injustice et comptent interjeter appel. Deuxième cas de variole du singe au Sénégal. Les autorités en alertent surtout que le patient est un Sénégalais qui n'est jamais sorti du territoire. Le virus circule donc dans la communauté. Les autorités sanitaires insistent sur la sensibilisation. Interdiction du téléphone portable en milieu scolaire. Le SAEMS déchire l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire formule des amendements et demande à Moustapha Guirassi de retirer sa note et d'engager un dialogue avec tous les acteurs. La pluie, à l'instant même, Matam a reçu une forte quantité d'eau, ce qui aggrave la situation. Des débordements partout, plusieurs routes coupées. En direct dans ce midi à Liban Niang. Le grand journal à suivre, les actualités internationales et la revue de la presse avec Georges Deke Diop. Malal Diagne Junior, il sera également là pour les actualités sportives. Point de vue, exercice illégal de la médecine, quelles conséquences sur la santé des populations? Le prétexte, l'arrestation de 3 faux médecins à l'hôpital Abbas Ndao. Nos 2 intervenants en fin de journal. Aliou Baït à la technique, bienvenue à tous. Le journaliste Madiambal Diagne, convoqué à la division des investigations criminelles à l'instant même, il avait été interdit d'embarquer à bord d'un vol à destination de Paris hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. D'après des informations, les policiers voulaient même le transférer à Dakar. Mais après quelques minutes, ils ont invité Madiambal Diagne à rentrer chez lui et à se présenter aujourd'hui même. Le patron du groupe Avenir Communication fait l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet financier. Cela fait suite au rapport de la CENTIF qui met en cause Madiambal Diagne, le responsable de la société Ellipse dans des transactions estimées à 21 milliards de francs CFA. Le regroupement des taxis urbains du Sénégal qui perd son procès contre les VTC. Les taxis urbains ont été déboutés par le tribunal de Dakar. Une injustice selon les taximans qui menacent de passer à la vitesse supérieure. Ils comptent d'ailleurs interjeter appel. Boubacar Dian. Nous avons été déçus parce que les applications ont été relaxées par les juges. Nous avons été dégoûtés. La pilule est amère pour Khadim Dieng, le membre de la cellule de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal, crie à l'injustice et parle d'une décision inconcevable. Nous avons le sentiment qu'il y a une injustice dans notre pays. Nous sommes allés en justice pour trancher. Nous savons déjà que les lois et les règlements qui régissent le transport au Sénégal sont là. Ils ont été votés à l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui restait à faire, c'est de les appliquer. Tout le monde sait que ce que les applications font, ils enrôlent des véhicules qui ne sont pas destinés au transport, c'est-à-dire des particuliers, ce qu'on appelle ici des clandos. Ça, la loi de notre pays ne le permet pas. S'estimant lésés, les taxis urbains du Sénégal comptent poursuivre leur combat tant sur le plan judiciaire que social. Nous comptons faire appel, parce que nous n'allons pas nous arrêter là, nous comptons faire appel. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons organiser une assemblée générale, Inch'Allah, et nous allons passer aux vitesses supérieures, parce que c'est nos droits, c'est notre droit, et nous savons que ce qui se passe dans ce pays est vraiment anormal. C'est pas normal du tout. Après 6 reports et une prorogation, le verdict de ce procès qui était très attendu pourrait redessiner l'avenir du transport urbain au Sénégal entre modernité numérique et survie des taxis traditionnels. Boubacar Dieng, les VTC qui saluent la décision du tribunal de Dakar. Selon eux, la loi a été tout simplement dite. Ils rejettent cependant toute accusation de concurrence déloyale. Ibrahim Assi, le président des transporteurs VTC du Sénégal, que nous écoutons. Cette décision est une décision favorable pour les côtés VTC parce que nous savons que c'est ce que a voulu les clients. Parce que le VTC, c'est de moderniser le transport. Parce que tu utilises le transport sans même se déplacer. Tu fais des commandes et le véhicule va venir jusqu'à chez vous. Il y a de la sécurité et ça arrange toutes les populations sénégalaises. C'est pour cela qu'on savait que le gouvernement n'aurait pas rejeté cette offre. Pour le déloyal, je ne crois pas qu'il y a une déloyale illégale parce que concurrence déloyale parce que le taximan est conforme à utiliser l'application Yango. C'est eux qui sont
restreints pour ne pas utiliser l'application, mais eux, ils n'ont pas de problème à utiliser l'application Yango. Et que ce qu'ils disent, parce que les particuliers ne payent pas des assurances comme d'assurance transport ou bien le taxe à payer pour les taximans, ça, c'est à propos de l'État. Parce que même si l'État propose que les véhicules VTC payent cette taxe, l'argent ne va pas revenir au taximan. L'argent va aller sur l'État. Donc, ce qu'ils disent, il faut qu'on exige aux gens de payer ça. Nous sommes prêts à payer ça parce que nous voulons que l'État nous régularise pour les véhicules particuliers pour qu'on puisse être à jour et ne pas circuler n'importe où pour les plus chez nous. RFM, la radio de toute l'actualité. Deuxième cas de Mpox au Sénégal, le virus circule dans la communauté. La direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande aux populations d'être plus vigilantes. Il faut renforcer les mesures de prévention pour éviter une propagation du virus. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention avec Awambaye au téléphone. Ce qu'on peut constater à partir déjà de ce deuxième cas et selon des informations disponibles, nous pouvons dire que la maladie est actuellement, le virus est en train de circuler, en tout cas dans certaines zones du pays, et particulièrement dans la zone de Dakar actuellement où le malade a été localisé. Si il n'a pas signalé, on voyage en dehors de cette zone. Actuellement, les populations doivent redoubler de vigilance par rapport à tout ce qui est signe évocateur de cette maladie, notamment des boutons apparus sur le corps, surtout au niveau, que ce soit au niveau du visage, des extrémités et pouvant se généraliser, pouvant également laisser s'écouler certaines sérosités. Dès qu'on voit ces signes évocateurs dans un contexte stable, plus ou moins, de se diriger vers une structure sanitaire pour se faire dépister, être pris en charge. Et également, en même temps, que ces personnes doivent éviter des contacts directs avec leurs proches, contacts de peau à peau, contacts à travers les contacts sociaux, que ce soit les salutations, que ce soit les embrassades ou autres également, qui peuvent favoriser la transmission interhumaine du virus. Donc voilà, donc un certain nombre de ces personnes doivent quand même s'isoler pour ne pas, en tout cas, contaminer leurs proches. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Débordement des eaux du fleuve Sénégal suite au lâcher de Manantali, situation préoccupante à Balou, une commune du département de Bakel, où les eaux présentent de nombreux risques sanitaires. Les populations dans l'inquiétude sollicitent l'aide des autorités pour éviter une multiplication des cas de maladies diarrhéiques. Pape Ousseynou Diallo. La situation devient de plus en plus critique dans des villages de la commune de Balou où les habitants vivent depuis plusieurs jours les pieds dans une eau saumâtre et souillée. Ces eaux stagnantes envahissant les rues et les maisons sont remplies de déchets en décomposition, exacerbant les risques de maladies. Mamadou Bachili, un enseignant demeurant au village d'Arundu, est alarmé par la situation. La situation reste toujours préoccupante partout dans la commune de Balou, dans le département de Bakel. Si ça continue, le pire va se produire avec l'apparition des maladies. L'eau a envahi certaines maisons, rendant les conditions de vie des habitants insoutenables. La prolifération des moustiques et des mousses accentuée par l'insalubrité ambiante fait craindre une flambée de maladies hydriques et vectorielle. Les conduites d'approvisionnement en eau peuvent être endommagées, permettant ainsi à l'eau propre de se mélanger aux eaux usées. Cela provoque des maladies diarrhéiques. Face à cette situation d'urgence, l'enseignant appelle les autorités à intervenir rapidement dans cette zone déjà vulnérable. C'est ainsi que nous demandons aux autorités, aux services d'hygiène, de venir nous aider de pomper les eaux. Beaucoup ont même quitté leur village pour se réfugier chez des proches à Bakel ou Kidira, utilisant des pirogues pour fuir les eaux. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. La pluie à l'instant même, Matam a reçu une forte quantité d'eau, ce qui aggrave la situation, des débordements partout, plusieurs routes coupées. Ali Bandel Niang avec nous en direct. Bonjour Bandel. Bonjour Barthélémy. Comment se présente la situation sur le terrain ? La pluie vient à l'instant de s'arrêter sur l'étendue de la région. Elle a débuté depuis hier soir vers les coups de 2 h du matin jusqu'à ce matin. Des fortes quantités d'eau qui ont été enregistrées particulièrement, précisément dans le département de Kanel, avec 99 mm au niveau de Kanel et 75 mm au niveau de Sinthiou-Bamambé. Vous l'avez dit, une pluie qui vient aggraver les débordements des eaux du fleuve, où nous nous trouvons en ce moment même ici à Djamel, le quartier qui est à 3 km de Matam, où malgré les sacs à terre qui ont été
interposée hier par la jeunesse, l'association des jeunes de Djamel, l'eau a surmonté ces sacs-là et est en train de s'emparer carrément de la piste, l'unique voie qui sort pour entrer ou sortir de Djamel. Là, nous nous dirigeons vers des maisons qui sont déjà englouties. Nous allons nous enquérir du sort des occupants qui forcément devront quitter les lieux et vous dire que du côté de l'administration, comme nous le relations depuis quelques jours, la mobilisation des sacs à terre, la mobilisation des engins de certaines entreprises qui ont des marchés, des chantiers ici, juste pour remonter, reprendre des brèches, surtout la ville de Matam qui aujourd'hui, l'eau est aux portes du quartier Afia et Gourel Defa. De l'autre côté, au niveau de Dembankani, je le disais hier, les embarcations ont repris du service, mais malheureusement, les autres pistes, c'est-à-dire qui mènent vers Lobali, qui mènent vers Waoundé, Balel, nous avons appris, les autorités sont en train même de voir la nécessité de signer des arrêtés d'interdiction à certains camions ou à certaines voitures face donc à la montée de l'eau qui est en train de se diriger vers ces localités. Pour terminer, les plantations, les rizières, vous le savez bien, on est en pleine campagne hivernale des rizières. Pour le moment, des dizaines d'hectares ont commencé à être engloutis par les eaux, mais difficile de donner une superficie exacte du nombre d'hectares qui a été donc envahi par les eaux. Donc, juste retenir que cette forte pluie qui vient de s'abattre sur Matam n'arrange pas les choses, Barthélémy. Et ça aggrave la situation à Libandel Niang. Merci. Midi, 13 minutes. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Je vous l'annonçais en titre, le SAEMS qui s'oppose à l'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire propose plutôt d'encadrer l'usage du téléphone portable. Il appelle le ministre de l'Éducation nationale à surseoir à cette mesure en vue d'un consensus entre les différents acteurs. Le secrétaire général du SAEMS, Eladji Malik Youm. Une décision aussi importante devait au préalable nécessiter des concertations entre les différentes familles d'acteurs avant d'en arriver à la prise de décision. Il fallait écouter les différentes parties prenantes de l'école et prendre en compte tous les tenants et les aboutissants avant d'en arriver à la prise de décision. Essayez de voir aussi, est-ce que une pareille décision est opportune à une période où on parle de l'introduction de l'intelligence artificielle, à une période où on parle de la promotion de l'éducation intelligente grâce à l'introduction du numérique. Donc, tous ces facteurs conjugués à d'autres même qui sont d'ordre social, tels que la sécurité des enfants avec des parents qui donnent le téléphone à leurs enfants pour pouvoir rester en contact avec eux et pour pouvoir les prendre à la descente. Donc, autant de facteurs qu'il fallait prendre en compte avant d'en arriver à cette décision. Face à cette situation qui ne milite guère en faveur d'une rentrée des classes stable, nous appelons le ministère de l'Éducation nationale à surseoir à la mise en œuvre de cette mesure et à organiser des concertations avec les parties prenantes pour qu'on puisse trouver un consensus, ce qui participera considérablement à apaiser l'ouverture des classes. Et je pense que c'est une décision sage qui permettra en tout cas de s'entendre sur l'essentiel, surtout par rapport à la question du téléphone portable. Eladji Malik Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Des élèves déficients visuels venus des régions de Thiès, Kaolack et Ziguinchor, ils se sont retrouvés à l'INEFJA de Thiès pour échanger sur leurs difficultés scolaires. La plus préoccupante est relative à leur déplacement et la preuve lors de l'examen du baccalauréat. Plusieurs parmi eux, pour ne pas dire tous, s'étaient déplacés vers Thiès pour subir les épreuves, ce qui à leurs yeux n'était pas évident. En marge de la rencontre, ces élèves déficients visuels ont mis en place un gouvernement scolaire national pour mieux prendre en charge leurs préoccupations. Cheikh Anta Diop. Les déficients visuels venus de Thiès, Kaolack, Ziguinchor se sont retrouvés à l'INEFJA de Thiès pour mettre en place un gouvernement scolaire national inclusif spécifique aux déficients visuels. Alidja, le coordonnateur du programme d'éducation inclusive piloté par SHC en partenariat avec l'INEFJA. Ce gouvernement scolaire regroupe les élèves appelés élèves déficients visuels du programme des 4 académies qui sont autour de ce gouvernement là pour discuter ensemble des points spécifiques relatifs à leurs conditions d'études, à leurs conditions de vie. Et le programme les accompagne. Ces handicapés visuels ont posé sur la table plusieurs revendications pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Souleymane Gueye, formateur pour la personne handicapée visuelle. L'inclusion a fait son chemin. Aujourd'hui, les enfants font le bac. Dans l'organisation du bac, nous constatons que tous les élèves du Sénégal déficients visuels font le bac à Thiès. L'office bac demande
demande à ce Ziguinchor de venir jusqu'à Thiès faire le bac, ceux de Kaolack, ceux de Saint-Louis. Et pourtant, on pouvait épargner cette distance pour leur donner plus de chance. Demba Mbaye, le président du gouvernement scolaire inclusif national, salue cette belle initiative. C'est une grande première au Sénégal. L'objectif est d'outiller les élèves pour devenir des vrais leaders capables de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Pendant 4 jours, les élèves déficients visuels sont formés ici à l'INEFJA sur le plaidoyer, le droit des enfants, des personnes handicapées en général. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, merci. Opération de déguerpissement et de désencombrement lancée par le ministre de l'Intérieur et ses services. Le maire de Gueule-Tapée Fass Colobane, prêt à accompagner Mohamedou Bamba Cissé, Abdoul Aziz Paye dit même avoir déjà identifié des sites de recasement. Pour rappel, l'édile avait dans un passé récent décidé de chasser les ambulants de Colobane, une tentative qui avait suscité beaucoup de grincements de dents et d'attroupements finalement capotés. Le Premier ministre s'était même déplacé sur les lieux pour rencontrer les concernés. Voici Abdoul Aziz Paye, le maire de Gueule-Tapée Fass Colobane, au micro d'Oumar Mbou. Moi, quand j'étais en train de le faire à Colobane, je n'avais pas de problème avec les commerçants. C'est quand l'État central s'est engouffré dans cette brèche-là pour dire qu'on n'avait pas demandé au maire de le faire que les problèmes ont commencé. Donc, si peut-être l'État central, en son temps, nous avait laissé l'initiative que nous avions prise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais tout compte fait, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette décision du ministre de l'Intérieur, en pensant qu'on va rompre avec la tradition du passé, qui fait que souvent, c'est des opérations que nous menons de façon ponctuelle, et puis ensuite, le problème du suivi va se poser parce que les moyens ne suivront pas. Est-ce qu'il vous a contacté déjà pour cet exercice? Non, pour le moment, pas directement quand même, mais j'ai reçu avant-hier une convocation d'une réunion de la sous-préfecture de Dakar. Pour ce matin, d'ailleurs, j'étais là-bas, et nous étions en train de discuter des aspects liés à cette opération que l'État central veut faire. Mais si tout compte fait aussi, il faut tenir compte de 3 aspects qui me semblent être importants dans ce travail-là, hormis le travail technique et sécuritaire qui va être fait par les techniciens du ministère de cadre de vie et les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des gens. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue l'aspect économico-social, parce que ce sont les activités économiques qui ont fait aujourd'hui que Dakar est complètement asphyxié et encombré de tous bords. Maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse sur avoir les possibilités de recasement pour ces ouvriers, ces marchands ambulants qui sont dans la rue en train de vendre. Est-ce que vous avez déjà identifié des sites, vous, en personne? Oui, nous avons déjà identifié des sites. Et vous allez commencer quand? Pour le moment, on ne nous a pas encore donné de date. Abdou Aziz Paye, le maire de Gueule-Tapée Fass Colobane, je rappelle qu'il répondait aux questions d'Omar Mbou. Exploitation clandestine des carrières à Tataguine, des mesures annoncées pour mettre un terme. Plusieurs recommandations ont été faites en marge de la visite du service régional de l'énergie et des mines sur une des carrières de la commune. Entre autres recommandations, la réhabilitation des sites abandonnés. Aminata Goudiaby. La commune de Tataguine dispose de plusieurs carrières. Elles sont pour la plupart non réglementaires et du coup elles subissent une exploitation anarchique, ce qui ne manque pas de conséquences. Ahmed Gandiagne, chef de la division régionale de l'environnement de Fatick. Il y a une forte dégradation qui est constatée au niveau de la végétation, du sol entre autres, mais également certainement en phase d'exploitation il y a eu véritablement beaucoup de pollution qui ont été occasionnées. Effectivement c'est des carrières irrégulières, c'est-à-dire que c'est des carrières clandestines. Les gens effectivement exploitaient n'importe comment. Cette agression des ressources naturelles doit cesser. Des mesures doivent être prises pour protéger ces carrières de la commune de Tataguine. Il y a vraiment lieu de sensibiliser, mais surtout également de prendre des mesures pour que dorénavant, de telles pratiques, n'est-ce pas, donc soient carrément abandonnées. Et je pense que déjà, comme on l'a dit, les nouvelles autorités ont mis en place une nouvelle dynamique et nous devons effectivement donc les accompagner là-dessus. Dans le cadre des journées portes ouvertes initiées par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, une mission a visité une des carrières abandonnées de la commune de Tataguine. Gantiao, directeur régional du service de l'énergie et des mines de Fatick. L'idée de notre visite, c'est de voir comment réhabiliter cette carrière qui peut être utile à la communauté. Le maire de Tataguine, Ibou Ndiaye, veut également que le site qui abrite la carrière visitée soit viabilisé. La municipalité ambitionne d'en faire une zone industrielle. Ce que nous voulons, c'est au moins la réhabilitation d'une carrière à Tataguine qui pourra servir de modèle de réhabilitation. On est en train de
déjà réfléchir sur un projet. On va faire de cette zone une zone d'investissement où les entreprises vont venir s'installer. Le site en question s'étend sur 38 hectares et se situe juste à l'entrée de la commune. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, après Fatick Kaolack, où le conseil départemental vient de lancer le programme Tagat Naouni, une initiative destinée à lutter contre le chômage et la migration irrégulière tout en offrant aux jeunes des perspectives d'avenir. Inscrit dans la dynamique nationale de promotion de l'emploi des jeunes, ce programme mise sur la formation numérique et l'acquisition de compétences pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Ahmed Youssouf Benjeloum, le président du conseil départemental de Kaolack avec Fatumbo. Je l'ai dit plus haut, cette capacitation de cette frange la plus dynamique et la plus entreprenante de notre société est aujourd'hui plus qu'une nécessité. D'une part pour la lutte contre le chômage des jeunes et d'autre part pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Cette formation concerne toutes les femmes et tous les jeunes du département de Kaolack, mais par souci d'efficacité et de méthode. On va commencer par une première cohorte de 50 personnes. Ensuite, on va élargir et accélérer le rythme pour en faire bénéficier le maximum de jeunes et de femmes possible, Inch'Allah. Chers amis, vous avez en outre dû constater que le domaine visé cette fois-ci est celui du numérique. Ce n'est pas fortuit. On l'a fait parce que le numérique est la clé de voûte de toutes les activités du 21e siècle. Donc, il s'agira d'accompagner les bénéficiaires pour acquérir ou développer des connaissances en informatique bureautique, gestion de caisse, infographie et audiovisuel. Ils sont tous autant de domaines porteurs desquels les apprenants pourront tirer. Chers bénéficiaires, au sortir de cette formation, vous serez très bien outillés et pourrez intégrer aisément le marché économique et avoir votre plus-value. Le président du conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Benjeloum. Nous restons là-bas à Kaolack pour parler de ce sit-in. Un sit-in ce matin des agents municipaux pour dénoncer le retard dans le paiement des primes de motivation, leurs difficiles conditions de travail, mais surtout l'absence de dialogue avec les autorités locales. En brassard rouge devant la mairie, l'intersyndicale des travailleurs municipaux de Kaolack, affilié à la CNTS, alerte le maire et menace même de durcir le ton si ce dernier continue de faire la sourde oreille. Fatumbo dans nos prochaines éditions. Ce 24 septembre, il y a un an, disparaissait Amadou Mokhtar Mbow. Il avait 103 ans. L'homme a été directeur général de l'UNESCO, mais aussi ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Amadou Mokhtar Mbow fut aussi président du comité des assises nationales et de la commission nationale de réforme des institutions. D'ailleurs, l'université de Diamniadio porte son nom. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Sahel, une nouvelle vidéo des djihadistes inquiète. Une vidéo diffusée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Elle montre une soixantaine de soldats maliens et burkinabés retenus en otage. Dans ce clip, les militaires demandent à leurs autorités de négocier leur libération. Selon l'agence France Presse, la vidéo diffusée dimanche 21 septembre par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda montre une soixantaine de soldats maliens et burkinabés retenus en otage. Dans ce clip de 20 minutes, les militaires se présentent un à un, donnant leur nom, leur grade et leur numéro de matricule et lancent un message à leurs autorités. Il faut ouvrir des discussions avec les djihadistes pour obtenir leur libération. Selon les témoignages dans la vidéo, certains otages ont été capturés depuis 2023, tandis que d'autres ont été pris lors d'une attaque en août dernier contre la ville stratégique de Farabougou, au centre du Mali. Certains apparaissent en uniforme militaire, d'autres portent le boubou traditionnel, ce qui montre que les djihadistes opèrent à la fois au Mali et au Burkina Faso, de manière transfrontalière. Les djihadistes ne demandent ni rançon ni paiement en argent. Leur objectif est un échange de détenus, soulignant que leur action est autant politique que militaire. Pour les analystes, cette vidéo constitue une opération de propagande destinée à contredire le narratif officiel des capitales sahéliennes qui présentent leur armée comme forte et capable de contenir les groupes armés. Cette diffusion intervient alors que le Mali célébrait lundi 23 septembre le 65e anniversaire de son indépendance avec un défi militaire présidé par le chef de la junte, le général Assimi Goïta. Dans ses déclarations, le président malien a affirmé que l'armée avait réaffirmé la souveraineté du pays et maintenait la pression sur les groupes armés. Mais cette vidéo rappelle que de nombreux soldats restent toujours aux mains des djihadistes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis dans l'Alliance des États du Sahel, continuent de faire face à des attaques meurtrières liées à Al-Qaïda et à l'État islamique.
À New York, aux États-Unis, l'Union africaine a assuré qu'elle veillerait à éviter l'isolement du Mali, du Niger et du Burkina Faso, suspendus après leur coup d'État. Selon APA News, les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont rencontré le président de la commission de l'UIA, Mahmoud Ali Youssouf, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Cette rencontre, facilitée par la médiation de l'Angola, vise à relancer le dialogue avec les États sahéliens et à renforcer la coopération pour faire face aux défis sécuritaire dans la région. L'Union africaine insiste sur la nécessité de prendre en compte les réalités locales et de promouvoir un dialogue inclusif tout en soutenant la lutte contre le terrorisme dans l'ensemble du Sahel. Au Ghana, une ancienne députée burkinabé, elle était en exil, mais malheureusement, elle a été enlevée dans la commune frontalière d'Amilé. Des hommes armés venus du Burkina Faso auraient procédé au rapt d'Adia Zungrana le 13 septembre dernier lors d'un mariage, cela après dénonciation d'un proche. 2 civils ont également été tués le jour même et le lendemain, les protestations de la famille ont dégénéré en émeute provoquant la mort d'une parente âgée. Recherché par la junte d'Ibrahim Traoré, Adia Zungrana critiquait régulièrement le régime depuis l'étranger. C'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré qu'un groupe armé opère ainsi sur le sol ghanéen, alors que les autorités d'Accra gardent le silence sur cette incursion. Au Ghana toujours, les autorités ont expulsé vers le Togo 6 ressortissants ouest-africains initialement renvoyés des États-Unis début septembre. Ces personnes venues du Nigeria, du Togo, du Mali, du Libéria et de la Gambie avaient demandé l'asile aux États-Unis. Ils dénoncent avoir été détenus au Ghana sans procès ni accusation et leur situation reste incertaine. Ces expulsions s'inscrivent dans le cadre d'un accord entre Accra et Washington pour accueillir les personnes renvoyées des États-Unis. Des associations de défense des droits humains suivent de près cette procédure qui suscite de vives inquiétudes. Au Cameroun, Amnesty International appelle les autorités à libérer 36 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ces opposants arrêtés lors des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020 croupissent depuis 5 ans à la prison de Kondegui, condamnés par un tribunal militaire à des peines de 5 à 7 ans. L'ONG dénonce des détentions arbitraires et le recours illégal des juridictions militaires contre des civils. Cette demande intervient à quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre, élection à laquelle le président Paul Biya, 92 ans, brigue un nouveau mandat après plus de 4 décennies au pouvoir. Au Malawi, le président sortant a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 16 septembre dernier. Dans une allocution télévisée ce mercredi, Lazarus Chakwera a salué le travail de la commission électorale tout en demandant un examen complet des irrégularités relevées dans certains districts. Chakwera a indiqué avoir appelé son rival, l'ancien chef de l'État Peter Mutharika, pour lui souhaiter bonne chance, ouvrant ainsi la voie à son retour au pouvoir. En Ouganda, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été officiellement confirmé candidat pour l'élection présidentielle de janvier. À 81 ans, il se présente pour un 7e mandat avec le soutien de son parti, le mouvement de résistance nationale, et de plus de 2 millions de signatures de partisans. Museveni promet de poursuivre son programme et d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Son principal adversaire reste l'artiste devenu politicien Bobi Wine, très populaire chez les jeunes urbains. Lors du dernier scrutin, Museveni avait remporté 58% des voix contre 35 pour Bobi Wine qui avait dénoncé des fraudes. Merci beaucoup Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, exercice illégal de la médecine, quelles conséquences sur la santé des populations? Le prétexte, l'arrestation de 3 faux médecins à l'hôpital Abbas Ndao. Pour en parler, nous serons avec le docteur Amadou Sow, coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et Cheikh Seck, le secrétaire général du syndicat démocratique de la santé, des travailleurs de la santé et du secteur social. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Nous parlons d'abord des compétitions africaines. Le Giraffe et Génération Foot doivent gagner ce week-end.
pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine. Après les résultats nuls de la phase aller, il va falloir gagner les phases retour pour passer à la prochaine étape de ces compétitions. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut amener en plus afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés par le Jaraaf et l'équipe de Génération Foot? Des journalistes sportifs sénégalais se sont prononcés sur la question. Leurs réponses sont compilées et présentées par Sodecham. Pour la phase allée du premier tour préliminaire, le Jaraaf de Dakar en Ligue des champions de la CAF et Génération Foot en Coupe CAF se sont partagés les points avec leurs adversaires respectifs. 2 matchs nuls, mais de fortune diverses. Le club de la Médina, qui a gardé ses cages inviolées, a toujours son destin en main, selon notre confrère de Disport, Pape Malansani. Parce qu'on a vu une équipe du Jaraaf sur le plan défensif très solide avec Souleymane Diallo. Il a une très bonne assise défensive, contrairement à l'équipe Albès qui va récupérer son attaquant vedette Léandre Tawanda, qui est un joueur redoutable au niveau de la surface adverse. Donc le Jaraaf a du pain sur la planche. Il a de quoi aussi tirer son épingle du jeu, mettre l'accent sur l'atout offensif pour marquer ce but qui sera synonyme de qualification. Pour notre confrère de record, Jules Arambeng, le Jaraaf a d'autres avantages pour s'en sortir. Ils pourront récupérer des joueurs comme Ahmed Niang qui s'était blessé lors de la phase aller et d'autres comme Mamser Gueye, Ababakar Sarr qui pourraient éventuellement rejoindre l'équipe. Donc l'avantage de jouer à domicile face aux supporters, c'est une bonne chose. Donc les supporters ont un apport important. Donc au coach Souleymane Diallo va savoir comment faire pour aller faire des joueurs. Pour nos 2 interlocuteurs, contrairement au Jaraaf de Dakar, Génération Foot s'est compliqué la tâche en encaissant un but à domicile. Mais on a vu dimanche passé une équipe des Grenats qui vendageait beaucoup de longs ballons et qu'en face il y avait cette académie Amadou Diallo de la Côte d'Ivoire qui ils ont du ballon, ils ont de la bouteille et qu'ils ont fait mal à cette équipe de Génération Foot. Donc il faudra serrer la ceinture et aller faire un bon résultat au match costaud à Abidjan. Avant ces phases retour prévues ce week-end, les 2 équipes continuent d'affûter leurs armes afin de bien entamer la manche retour. Le football hors du continent africain avec la 6e journée qui se poursuit en Espagne. Retafe face à Alaves ce soir. Atlético Madrid joue contre le Rayo Vallecano. Mallorca joue contre la Real Sociedad. Ligue Europa, début des compétitions pour la nouvelle saison. Betis Séville joue contre Nottingham Forest. Celtic Glasgow face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Dynamo Zagreb joue contre Fenerbahçe. L'équipe de Fribourg joue contre FC Bâle et Nice jouera contre l'AS Rome. Bras de fer, c'est ça? Oui. Les pratiquants veulent quoi? Plus de visibilité. Mais vous avez répondu à la question vous-même. Ils veulent plus de visibilité après avoir gagné à l'occasion du dernier championnat d'Afrique une médaille d'or. Ils déplorent le manque de plan de communication du comité national de gestion qui n'arrive pas à, selon eux, répondre aux besoins de communication pour rendre plus célèbre cette discipline. Martin Ndiaye, un des leurs que nous avons joint au téléphone. Le 14e championnat d'Afrique de bras de fer, c'était à Lagos. Le Sénégal a participé. Yankoba Sissoko dit Griff, qui a représenté le Sénégal, qui a rapporté le médaille d'or pour cette, encore une fois, parce que c'est un des athlètes sénégalais qui représente le Sénégal partout à l'Afrique et partout dans le monde. Même cette année même, il devait même aller à Bulgarie pour représenter le Sénégal au niveau du mondial. Mais vu qu'il y a des problèmes administratives qu'on doit régler au niveau du CNP. C'est pour cela qu'on est là au Sénégal, cette fois-ci, à voir le ministre. Le bras de fer n'est pas connu, mais on a eu la chance que l'État Sénégal a reconnu le bras de fer comme un sport. Il a fait un arrêté ministériel. Donc, on doit vulgariser ce sport dans les banlieues, dans les régions et les sous-régions, et dans même les écoles. En même temps, nos frères handicapés, ils ont le droit de jouer ça et nos sœurs. C'est un sport qui est ouvert à tout. Mais le problème en est que c'est le CNP qui ne veut pas encore vulgariser. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les sports. Merci Malal Diane Junior. On est en été, c'est le moment d'équiper votre maison d'un climatiseur Enduro. Le climatiseur silencieux Enduro réduit l'humidité ambiante de votre maison et rafraîchit l'air en toute tranquillité. Avec Enduro, le refroidissement de votre intérieur est quasi instantané pour un confort total. Avec Enduro, réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie embarquée DC Inverter. Enduro, l'endurance de la qualité. Vive le 30 septembre 2025, profitez au lundi offre exceptionnelle yi ñu leen indil ci suñu showroom électronique Corpi yi ci suñu produit yépp
Showroom Sacré-Cœur bi dina ibi lundi ba samedi de 9h à 21h. Téléphone 33 867 79 99. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. On retrouve à nouveau Georges Déthié-Diop. Alerte santé, oui. Au niveau d'alerte, le Sénégal enregistre un deuxième cas de Mpox après la guérison du premier. Un deuxième cas confirmé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Selon Sud Quotidien, il s'agit d'un homme de nationalité sénégalaise résidant au Sénégal. L'observateur précise qu'il est un Sénégalais de 34 ans qui n'est jamais sorti du pays. Sud Quotidien, qui parle de menace Mpox, souligne que 20 contacts ont été identifiés. Mais l'observateur indique que ce qui inquiète les autorités sanitaires, c'est que malgré l'identification et l'isolement des contacts, aucun lien n'a pu être établi avec le patient. D'ailleurs, le docteur Pape Sambadié, directeur du CROUS, confie aux confrères que si aucune source externe précise n'est identifiée, il faudra envisager que le virus circule dans la communauté. D'où cette inquiétude du journal, le spectre d'une circulation communautaire. L'observateur va d'ailleurs plus loin, la crainte d'une bombe sanitaire. En tous les cas, pour le quotidien, le Mpox prend ses aises à Dakar. Mais dans Vox Populi, le ministère de la Santé rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie. La santé toujours avec les praticiens. Source A informe de l'arrestation de faux médecins à l'hôpital Abass Ndao. Le journal rapporte qu'ils sont au nombre de 3. Leur identité déclinée, ils ont été signalés par le chef de service du bloc opératoire de l'hôpital après qu'il a constaté que les mises en cause procédaient en toute illégalité à des actes médicaux, notamment des circoncisions au sein des hôpitaux, cliniques privées et autres structures de santé, ce que confirme l'observateur qui révèle les dessous-jugés scandaleux de l'affaire des 3 faux médecins. La balle donc dans le camp de la justice qui a dans son collimateur Madiambal Diagne et Ellipse. Selon Libération, ils sont sous le coup d'une information judiciaire suite au rapport de la CENTIF. Libération qui informe que le patron d'Avenir Communication a été bloqué hier à l'AIBD alors qu'il voulait se rendre à Paris, indique que le dossier confié au juge du 3e cabinet financier vise plus de 21 milliards de francs CFA. Madiambal Diagne, contacté par le journal, confie n'avoir aucun commentaire à faire. Pendant ce temps, Tribune informe que Farbangom fera face à Serigne Saliou Gueye aujourd'hui mercredi. C'est dans l'affaire de la mobilisation en soutien au maire des Agnam qui aurait coûté 1 milliard de francs CFA, selon un article du quotidien Yor dans sa livraison du 26 juillet dernier. Tribune qui se fait par ailleurs l'écho du communiqué de Nyolan qui, selon le confrère, déplore l'incapacité de Sonko et de son gouvernement. Le collectif pointe la hausse du prix des denrées, les diasporas bondes et les taxes. Vox Populi renchérit que Nyolan dénonce la vie chère et le contraste entre les souffrances des citoyens et le train de vie de l'État. Et dire que le port de Dakar est classé première plateforme à conteneurs d'Afrique subsaharienne en 2024. Selon Le Soleil, le classement a été établi par l'indice de performance de la Banque mondiale et de SP Global Market Intelligence. La méthodologie repose exclusivement sur la mesure du temps total d'escale des navires porte-conteneurs calculé depuis leur arrivée au mouillage jusqu'à leur départ du quai après les opérations de chargement et de déchargement. Les Échos traitent du sujet mais ne se limitent pas à donner l'information. Le confrère creuse dans le fond ce classement et fait état de manipulation à gogo. Le journal Les Échos découvre que le CPPI, l'indice de performance des ports, ne mesure pas les résultats récents d'une année politique donnée. Il reflète plutôt une évolution sur plusieurs exercices de 2020 à 2024. Les choix d'investissement réalisés au cours de la dernière décennie, la principale cause, précise Les Échos. En sport, à la une de Record, CAN Maroc 2025, out jusqu'en décembre, Diarra dans une course contre la montre. Les Échos relèvent que c'est une très mauvaise nouvelle pour la tanière. Pour les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2026, Pape Thiaw fera sans Habib Diarra. Le milieu de Sunderland vient de subir une opération à l'aine qui le tiendra éloigné des pelouses jusqu'en décembre. Pour terminer ce drame à Ribaud-Escale, à la une du journal L'Info, un talibé de 8 ans meurt sous les coups et la faim. Si l'on se fie au journal L'Info, c'est parce que Abdelkhadr Sek n'avait pas maîtrisé sa leçon et figurait parfois son maître coranique, âgé de 40 ans, l'a battu et privé de nourriture jusqu'à la mort. À vos kiosques et bonne lecture.
On est en été, c'est le moment d'équiper votre maison d'un climatiseur Enduro. Le climatiseur silencien Enduro réduit l'humidité ambiante de votre maison et rafraîchit l'air en toute tranquillité. Avec Enduro, le refroidissement de votre intérieur est quasi instantané pour un confort total. Avec Enduro, réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie embarquée DC Inverter. Enduro, l'endurance de la qualité. Fibre le 30 septembre 2025, profitez au ci offre exceptionnelle yi ñu leen indil ci suñu showroom électronique Corp yi ci suñu produit yépp. Showroom Sacré-Cœur bi dina ibi lundi ba samedi de 9h à 21h. Téléphone 33 867 79 99. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Enduro et Electronic Corp, partenaires des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Exercice illégal de la médecine, quelles conséquences sur la santé des populations? Le prétexte, vous le savez, c'est l'arrestation de 3 présumés faux médecins à l'hôpital Abass Ndao. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Amadou Sow. Docteur, bonjour. Bonjour Barthélémy. Merci Sow. Vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre deuxième intervenant, cher Sek. Docteur, bonjour Sek. Bonjour Barthélémy. Bonjour à Sow. Bonjour aux auditeurs aussi qui nous écoutent à travers votre plateforme. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. D'abord, la première question au docteur Sow, Amadou. Docteur, c'est vrai, la presse relève souvent ces genres de pratiques, l'exercice illégal de la médecine. D'abord, que dit la loi sur l'exercice illégal de la médecine? Merci Barthélémy et je salue mon co-débatteur Sek. Je salue vos auditeurs. La loi a été claire, c'est la loi 66-69 à travers son article 1er, 2 jusqu'à 3 qui précise précisément l'article 1er notamment qui précise qui doit exercer la médecine. Maintenant, à partir de l'article 4, la loi est revenue pour dire clairement qu'est-ce qu'on doit appeler exercice illégal de la médecine. Donc, je dois rappeler que c'est cette loi-là. Maintenant, pour les autres corps de métier que la loi a considérés comme auxiliaires des médicaux, je veux dire les infirmiers et autres, c'est l'arrêté qui date de 1989, qui est un arrêté ministériel qui précise les actes auxquels les infirmiers doivent s'adonner, seuls ou sous la responsabilité d'un médecin. Donc, pour en revenir sur la pratique médicale, à travers l'article 1er de la loi 66-69, il faut réunir 3 conditions. Bien entendu, il y a des dérogations, mais ici, on retient le principe. Il faut être de nationalité sénégalaise, il faut valider la condition de technicité, c'est-à-dire avoir le diplôme pour lequel tu prétends être qualifié, donc le diplôme de docteur d'État en médecine, si on doit parler de la médecine. Et la 3e condition, c'est qu'il faudra que tu sois inscrit à l'ordre des médecins si on parle de l'exercice de la médecine dans le sens d'un médecin. Donc, pour résumer, les textes sont clairs. Pour résumer, les textes sont clairs là-dessus. Effectivement, les textes sont clairs. Maintenant, peut-être ces textes présentent des lacunes dans la répression, c'est-à-dire les peines qui sont prévues. Mais justement, parce que j'allais en venir là, est-ce que souvent les sanctions sont à la hauteur de l'acte posé? Non, moi je dirais non, mais heureusement que peut-être nous sommes dans un processus de réforme de ces textes, parce qu'à l'état actuel, pour l'exercice illégal de la médecine, la peine ou les peines qui sont prévues, c'est soit une amende ou une peine de prison. C'est lors de la récidive que la prison est peut-être obligatoire. Donc, pour l'amende, c'est de 20 000 à 100 000 francs, alors que sur un acte opératoire, tu peux gagner peut-être que tu peux facturer 500 000. Donc, vous voyez nettement que ce qui est prévu est très en deçà par rapport à l'ampleur même du dégât que la personne peut causer. Oui, je reviendrai avec vous, docteur, sur les conséquences sur la santé des populations, le temps de donner la parole à Chersek. Alors, les 3 personnes dont il est question aujourd'hui, Chersek, le communiqué qui nous est parvenu signale qui sont soupçonnés de se faire passer pour des médecins et opérant depuis des années dans divers établissements sanitaires. Pendant des années, ils ont exercé le métier sans pour autant être démasqués. Cela vous fait quoi? Bonjour Bart. Moi, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Amadou Sow, peut-être pour le rectifier.
que dans le système de santé, il y a ce qu'on appelle, il y a d'abord plusieurs corps. Ce n'est pas uniquement le corps des médecins, il y a plus de 18 corps qui interviennent surtout dans les soins. L'autre élément pour les autres corps, ils ne sont pas des auxiliaires des médecins. Ça aussi, il faut qu'on l'enlève parce que nous travaillons en équipe et chacun a son cursus de formation jusqu'au doctorat, comme l'a aussi obtenu le médecin, que ce soit les infirmiers, que ce soit les cadres sages-femmes, que ce soit les physiothérapeutes ou autres corps. Ça, il faudra aussi qu'on corrige et qu'on puisse le rectifier. L'autre élément aussi, il faudra qu'on essaie de parler de législation qui concerne un seul corps, le corps des médecins. J'ai dit, au Sénégal, il n'y a pas de code de la santé. Le code de la santé, c'est le code qui doit permettre aujourd'hui de délimiter le champ d'action de chaque corps de métier. Vous allez dans la sécurité, il y a la police, il y a la gendarmerie, qui sont dans les champs, mais chacun, d'après les textes, a délimité le champ d'activité du gendarme, ou en tout cas son territoire, et celui du policier. Dans le système de santé, nous ne pouvons pas, un seul corps ne peut pas travailler seul. Ça, c'était, il fallait ramener pour que les gens comprennent comment doit fonctionner le système de santé. Donc, il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de code de la santé. Certains corps ont eu la chance d'être légiférés et réglementés. C'est le corps des médecins. Il y en a qui ont des ordres. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. L'autre élément, c'est la nomenclature des actes de tout un chacun. Si aujourd'hui on définit dans la nomenclature des actes le rôle que doit jouer un infirmier, je pense que si cette personne outrepasse ou dépasse le champ d'action, il est sous le coup de la loi. Et c'est ça qui est l'élément fondamental, aussi valable pour l'infirmier que pour le médecin. Parce que aussi, chacun a son champ d'action. Pour revenir sur votre question tout à l'heure par rapport aux 3 personnes, ça résulte de l'absence de cette texte. On nous a dit qu'il y a 3 agents qui ont exercé... Qui sont accusés. Ils sont accusés, voilà, c'est le terme. Le terme accusé est extrêmement important. Mais ces agents-là, ils travaillent dans une structure hospitalière et dans un service aussi sensible qu'un bloc opératoire. Ils sont dans des hôpitaux. Et contrairement à ce que les gens sont en train de dire, vous allez demander à leur chef de service, est-ce que ces mêmes personnes qui travaillent dans ces mêmes structures, les actes qu'ils posent, ils ne l'ont pas fait sous forme de supervision. Parce qu'en matière de réglementation, on dit qu'il y a un acte que vous pouvez poser mais c'est un acte délégué. Je vous donne l'exemple des activités qui peuvent se tenir dans les régions périphériques. Vous allez à Tambacounda, dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. On a créé ce qu'on appelle des soins obstétricaux d'urgence avec des blocs opératoires. Où pour certaines zones, on n'a pas de médecins anesthésistes. C'est les techniciens cadres en anesthésie réanimation qui font office et qui ont en charge d'endormir des malades ou bien sont dans les salles de réveil. Mais aujourd'hui, si dans la réglementation, il n'y a que la législation sur le plan médical qui dit que cet acte-là, seul la visite, par exemple, pré-anesthésique, c'est le médecin anesthésiste qui doit le valider, alors que l'acte est posé par une autre personne, ça pose un problème. Dans les situations aussi, on a un déficit de 18 000 agents, il le sait très bien. Le gouvernement s'était engagé depuis 1 an, cela ne l'a pas été réglé. Si vous êtes dans une structure hospitalière, moi je suis dans un hôpital où nous sommes 1118 agents. Sur les 1118 agents, l'État, les fonctionnaires ne font même pas 256. Mais maintenant, moi je suis dans un bloc opératoire. Je suis chirurgien, urologue. Je dois opérer. Je suis le seul personnel qualifié. Et j'ai besoin de poser mes actes. Mais je suis obligé parfois de m'entourer de personnes si l'État ne m'affecte pas. C'est la plupart ce qui amène la formation de ces mêmes personnes dans le temps. Je ne dis pas qu'ils ont la légalité et la légitimité de pouvoir le faire, mais c'est parce qu'ils ont créé des conditions pour que les personnes qui ont la responsabilité des interventions chirurgicales dans ces structures, on les a mis devant les feux appelés, on ne les a pas accompagnés. Donc ce sont les autorités qui doivent travailler à résorber ces gaps. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes dont on parle, mais c'est des personnes qui sont dans des blocs opératoires. C'est comme vous prenez votre véhicule, vous l'amenez chez le mécanicien. C'est le patron qui est habilité, qui est formé. Mais la plupart du temps, il demande à son apprenti de lui enlever les pneus, de lui enlever le moteur et autres. Ça ne signifie pas. Mais maintenant, quand il y a un potin, on vous dit que oui, ce gars-là, c'est son apprenti, il ne devrait pas le faire. Alors que ce gars-là, depuis 10 ans, est dans ce même bloc opératoire. Et parfois même, on les demande, même si après le chirurgien... Oui, mais sauf que là, docteur, on parle de santé. La santé, c'est sensible quand même. Comment? Là, on parle de santé et la santé, c'est sensible. Étant? Sensible.
Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas légitimer. Je ne fais que vous montrer la situation pour que vous constatez pourquoi on est dans cette situation. C'est-à-dire, on ne peut pas accuser ces mêmes personnes. Ces personnes, moi, je dis, sont des victimes parce qu'on les a mis devant une situation où ils ne devraient pas être. D'accord. Où elles ne devraient pas être. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, cher Sek. Je reviens à vous. Docteur Sow, aujourd'hui, dans le secteur de la santé, quel est l'organe légitime pour mener la guerre contre ces pratiques? Merci Barthélémy. J'aimerais lever quelques équivoques ou confusions. Je pense que le co-débatteur, il est en train de faire une confusion de genre. Quand il parle de... Et ça, cela ne nous aidera pas à régler ce problème-là. L'absence de code de santé publique ne signifie pas absence de légifération ou de réglementation. Il y a des textes qui sont disponibles et comme il l'a dit, moi je lui ai cité, quand je parle d'auxiliaires médicaux, je donne référence à un arrêté ministériel qui date du 25 février 1989 qui définit la nomenclature des actes professionnels que les auxiliaires médicaux, et ici, c'est des infirmiers et des sages-femmes et autres qui sont visés. Ça, c'est la situation, la réglementation. Cela ne veut pas dire que maintenant, moi, je considère que tel ou tel autre est auxiliaire. Ça, il faut qu'on lève cette étiquette-là. Maintenant, l'absence de code de santé publique ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de légifération. Il y a des textes qui sont clairs et assez explicites et que nous sommes dans un processus d'élaboration de ce code de santé publique. Maintenant, quand on parle d'exercice illégal, il faut que l'on fasse aussi la part des choses. Un médecin qualifié pour faire de l'exercice illégal, parce que dès l'instant que tu sors du cadre dans lequel tu devais pratiquer ta médecine, par exemple, pour pratiquer la médecine en privé, il faut une autorisation du ministre de la Santé. Même si tu es professeur agrégé, si tu n'as pas cette autorisation, tu es en train de faire de l'exercice illégal. Maintenant, si on revient pour prendre ces personnes-là qui étaient censées faire un acte bien déterminé et dans un cadre bien déterminé, tu sors, parce que dans ce qu'on a lu dans la presse, on parle de plusieurs structures privées, cliniques et autres. Et même si c'est à l'intérieur de l'hôpital, il y a des actes clairs et très précis qu'il faudra poser et d'autres qu'il ne faudra pas faire. On ne peut pas prétexter sous prétexte que voilà, c'est des gens qu'on demande de faire ceci ou cela, que ces gens prennent délibérément le soin de faire autre chose. Je ne dis pas que c'est la situation actuelle, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas trop, mais moi je donne des principes. Je ne voudrais pas que les populations comprennent qu'actuellement c'est la pagaille dans les structures de santé. Tel n'est pas le cas. Pour en revenir maintenant sur la lutte, moi, je dirais que la solution par rapport à ces problèmes, il faudra nécessairement qu'on renforce le contrôle d'abord. Et là, présentement, il y a une mission du ministère de la Santé à travers la direction qui se charge de cette question-là, qui est dans 3 régions, il me semble, Ziguinchor, Kaffrine et autres, pour justement faire le tour des structures de santé pour faire ce contrôle-là. Donc, il faudra qu'on renforce le contrôle. Et aussi, j'appelle à la responsabilité aussi les administrateurs des services de santé aussi, qu'ils ont la responsabilité de contrôler ce qui se fait dans leur structure de santé. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Merci beaucoup, Dr Sow. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps, Dr Amadou Sow. On vous retrouve tout à l'heure, de toute façon, dans le journal de 13h. Cher Sek, en quelques secondes, peut-être cette situation reflète un peu un problème d'accès aux soins et à l'organisation même des soins et prestations dans les structures sanitaires. Mais quelles peuvent être les conséquences sur la santé des populations? Non, les conséquences, c'est une mauvaise prise en charge, une prise en charge correcte. Une prise en charge correcte, la première des choses, c'est d'avoir des structures adaptées, de l'équipement, mais du personnel qualifié. Mais ce dont nous souffrons le plus, c'est d'avoir du personnel qualifié. Et quand vous n'avez pas du personnel qualifié, et que la personne à qui vous donnez une mission de service public, mais il est obligé d'essayer de trouver des solutions. Malheureusement, on s'appuie sur ce qu'on a. Et on sera obligé d'apprendre certains gestes et certains actes à ce même personnel. Finalement, à la longue, ces gens restent dans nos structures ou dans nos services pendant 10 ans. Ils ont la main, ils ont la routine. Et vous savez, au Sénégal, quand vous sortez un peu partout, on appelle tout le monde docteur. Finalement, si vous n'avez pas la déontologie, si vous n'avez pas fait des cours d'administration, de législation, si vous ne savez pas là où se limitent vos compétences, comme disent les Wolofs Sambag, et c'est ça le drame que nous vivons. Mais ceux qui sont passés et qui ont leur diplôme d'État et qui comprennent là où se limitent leurs compétences ne feront jamais ces genres de choses. La plupart du temps, on dit que l'infirmier a fait ceci, ou bien le médecin a fait ceci, alors que ce n'est pas le médecin qui l'a fait. La plupart du temps, c'est des gens qui ont été formés soit sur le temps et qui ne connaissent pas la responsabilité morale
l'égard de ce qu'ils sont en train de faire. Merci. C'est là où il faudra agir. Ouais, merci beaucoup, cher Sek, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Merci également au docteur Amadou Sow, coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Vous allez, vous deux, tous les deux, donc poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogouyen. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, réalisation Ndiogou, chef d'édition Awambaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Publicité